Jim, thank you for the introduction. Merci pour ces paroles d'introduction. J'ai un réel problème avec les 8 minutes, mais car en effet, je ne manque jamais de mots. Comme beaucoup d'autres orateurs l'ont déjà dit, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier Thierry de Montbrial pour l'organisation de la World Policy Conference, qui, je pense, marie deux événements essentiels, la conférence de sécurité de Munich et le forum économique de Davos, et qui essaye de trouver des réponses aux grands défis du jour. J'ai demandé à pouvoir parler ici à la tribune car je pense que la sécurité, c'est un énorme gorille dans les salons où l'on discute de la gouvernance internationale. Et comme on le sait, les gros gorilles, ça ne sait pas toujours bien se tenir dans les salons. 2011 et 2010 ne sont séparés que par quelques mois, mais entre les deux, il y a eu des changements fondamentaux. Pour certains, ces changements ont été subis, mais moi je pense qu'ils étaient en préparation depuis longtemps. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est un avertissement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la surface et nous devons y être prêts et nous ne devons pas nous laisser prendre par surprise. Il y a 5 aspects que je voudrais souligner. Tout d'abord, la question de la croissance et de la prolifération des idées fondamentalistes et extrémistes, ça me paraît très important. Le deuxième, c'est la guerre asymétrique, notamment le terrorisme. Troisièmement, les questions de sécurité nucléaire et de cyberattaques qui avaient déjà été discutées hier. Et j'aimerais également parler ici de la perspective sécuritaire. Et enfin, un point dont nous avons déjà parlé précédemment, la sécurité à l'échelle mondiale. Je commencerai par la prolifération des idées extrémistes et fondamentalistes. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'au XXIe siècle, nous constatons une croissance et une prolifération de ces idées il y a ici toute une série d'idéologies dangereuses avec des narratifs évolués et capables de séduire des jeunes avec une bonne éducation. Et ces messages peuvent être diffusés par le biais de moyens tels qu'Internet à travers le monde. Au XXIe siècle, il s'agira de voir comment on gère ce narratif de la radicalisation. Et je pense que cela exigera une approche extrêmement soigneuse pour éviter que des situations qui auraient pu être mineures nous échappent complètement. Deuxièmement, la question du cyberterrorisme, de la guerre terroriste. Je suis convaincu qu'au XXIe siècle, le terrorisme deviendra un instrument standard contre les États établis. Les gouvernements doivent donc établir des politiques et des mesures qui contre la légitimation d'actes terroristes sur la base d'argumentations simplistes, religieuses, politiques ou autres, qui masquent la réalité fondamentale que le terrorisme est un instrument politique.
Permettez-moi de souligner certains des dangers qui sont d'ores et déjà évidents. Tout d'abord, les États devront gérer de façon efficace le phénomène croissant des acteurs non étatiques. Nous avons des acteurs non étatiques dans beaucoup d'autres domaines et c'est particulièrement important dans le cadre du terrorisme. Ce sont les guerriers asymétriques du XXIe siècle qui sont capables d'opérer à travers les sociétés, à travers les nations, avec beaucoup d'expertise spécialisée, et les gouvernements auront de plus en plus de mal à s'y confronter. Deuxièmement, des efforts très énergiques devront être faits pour éviter que les terroristes ne puissent acquérir de nouvelles technologies et méthodes. Déjà, Al-Qaïda et d'autres organismes terroristes ont des départements spécialisés dans la recherche et l'acquisition de technologies. Troisièmement, les États devront également mettre en place des mesures qui peuvent mettre en échec les efforts des terroristes pour élargir leur réseau. Il est d'ores et déjà évident que les organisations terroristes pratiquent une mise en réseau, et très souvent c'est par la base sur le prétexte de la philanthropie que ces organismes terroristes obtiennent du soutien logistique, matériel ou autre, et établissent des liens mutuels. En Asie australe, par exemple, nous avons des organisations au Pakistan qui ont des liens extrêmement étroits avec Al-Qaïda, avec Al-Qaïda dans le Maghreb et avec Al-Shabaab en Afrique, ainsi qu'avec des organismes islamistes en Asie du Sud-Est. Et cela renforce leur force de frappe. Quatrièmement, les États doivent éviter la possibilité du terrorisme catastrophe, où les terroristes obtiendraient accès à des armes chimiques ou nucléaires. Et ça n'est pas un risque si lointain qu'on pourrait le penser, car des efforts sont déjà faits par certains groupes terroristes pour obtenir des dispositifs nucléaires et recruter des ingénieurs et des physiciens atomistes pour être capables de construire des armes nucléaires. J'aimerais également faire référence rapidement au modèle prévalent du terrorisme en Asie australe, qui lance un message à d'autres pays à travers le monde. Par exemple, le grand auteur d'attaques terroristes en Asie du Sud, notamment en Inde, cette organisation a pu, au cours des années, augmenter ses capacités et ses aptitudes. L'attaque terroriste à Mumbai en 2008 a été due à ces personnes. Mais ce qui était très grave, c'est le niveau de sophistication dont ont fait preuve les terroristes à cette occasion. Beaucoup d'actes terroristes aujourd'hui ont été effectués par de petits modules terroristes décentralisés qui sont liés à des organisations plus importantes à l'extérieur du pays. Il s'agit de cibler des cibles multiples pour maximiser les attaques terroristes. Et ces groupes, souvent, sont capables de fusionner avec les communautés locales, capables de radicaliser les gens à l'échelle locale. Nous avons vu cela au Yémen et au Pakistan, par exemple. Mesdames et messieurs, le terrorisme devient une hydre qui a beaucoup de têtes et qui attaque partout dans le monde. Et je souligne que toute réduction de la guerre mondiale contre le terrorisme serait une grave erreur qu'il faut éviter.
Deux brèves références, la cybermenace et la sécurité nucléaire. Comme je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé avant-hier un petit peu, mais je n'ai aucun doute sur la question. Je travaille dans le domaine de la sécurité depuis de longues années et je suis convaincu que que les cybermenaces sont l'une des grandes menaces du XXIe siècle. Les possibilités de perturbation du monde par des cyberattaques augmentent de façon exponentielle. L'anonymité assurée par les cyberopérations en font une arme idéale contre les États.